Imaginez une scène qui pourrait sortir tout droit d'un film politique haletant. Vous vous tenez devant votre véhicule, le pistolet de la pompe à essence dans la main, et la facture grimpe, inexorable, bien au-delà de ce que vous aviez prévu. Vous soupirez, incrédule. Pourtant, ce n'est pas seulement la hausse du prix du baril de pétrole ou les taxes locales. Non, derrière cette augmentation, il y a parfois des événements qui se déroulent à des milliers de kilomètres, dans des salles d'audience obscures, ou même dans des cellules militaires à Ouagadougou. Ce qui se joue là-bas, loin des caméras, finit par se glisser dans votre quotidien, jusque dans le montant affiché à la caisse, ou le chiffre de votre retraite en fin de mois. Prenez le cas de Paul-Henri Damiba. Peut-être que son nom ne vous disait rien avant aujourd'hui. Pourtant, il fut président du Burkina Faso, un pays au cœur du Sahel, en Afrique de l'Ouest. Après avoir perdu le pouvoir lors d'un coup d'État, il pensait avoir trouvé refuge au Togo, dans la capitale Lomé. Mais même ce sanctuaire, jadis considéré inviolable, s'est révélé bien fragile. Sans bruit, sans annonce officielle, il a été extradé. Aujourd'hui, Damiba vit une existence réduite à quelques mètres carrés, dans une cellule surveillée de Ouagadougou. Il n'est plus question d'exécution sommaire, la peine de mort ayant été exclue par les autorités togolaises. Mais une autre sentence plane, celle d'une vie entière derrière les barreaux, où le temps s'étire jusqu'à effacer tout espoir de retour. Ce procès, ce n'est pas un simple épisode judiciaire. C'est un séisme politique. Il envoie un message qui résonne bien au-delà des frontières burkinabais. Nul n'est à l'abri. Même les chefs d'État déchus ne peuvent plus se réfugier derrière l'exil. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine de la région, un ancien dirigeant est arraché à son asile, livré à la justice de son pays d'origine. Cette rupture bouleverse des décennies de pratiques diplomatiques. Rappelons-nous, l'exil politique était une institution en Afrique de l'Ouest. Depuis l'indépendance des États africains, dans les années 60, les coups d'État étaient souvent suivis d'un exil négocié. On pense par exemple à l'ancien président du Ghana, Kwame Nkrumah, qui, après avoir été renversé en 1966, trouva refuge en Guinée. Là, il fut accueilli comme un héros, protégé par le président Ahmed Sékou Touré, qui lui proposa même la coprésidence du pays. Ce type de solidarité entre dirigeants africains permettait d'éviter l'escalade de la violence et de préserver la stabilité intérieure. Pourquoi l'exil était-il considéré comme une solution préférable à la justice locale? Parce qu'il permettait au nouveau régime de tourner la page sans verser de sang, d'éviter les vendettas et de préserver une forme de continuité institutionnelle. Les familles des anciens dirigeants étaient protégées, les biens n'étaient pas systématiquement confisqués, et la communauté internationale pouvait, en général, fermer les yeux sur ces arrangements. Il existait un pacte tacite. Protéger l'exil du perdant, c'était éviter la guerre sans fin. On peut citer l'exemple de Hissène Habré, l'ancien président du Tchad, qui fut renversé en 1990 et trouva refuge au Sénégal pendant plus de 20 ans. Ce n'est qu'après d'immenses pressions internationales et la création d'un tribunal africain spécial qu'il fut finalement jugé, bien des années plus tard. Dans le cas de Damiba, le schéma semblait se répéter. Après sa chute, il passa plus de 3 ans à Lomé, dans une résidence surveillée, protégée par la police togolaise et sous la bienveillance discrète du président Faure Gnassingbé. Mais cet équilibre, déjà fragile, a volé en éclats. Lorsque le Burkina Faso a exigé son extradition, le Togo a posé une condition essentielle, l'exclusion totale de la peine de mort. Ce détail, loin d'être anodin, révèle toute la complexité de la diplomatie régionale. En refusant de livrer Damiba sans garantie, Lomé voulait préserver la tradition ouest-africaine, celle d'un exil qui n'est pas une condamnation, mais une sortie, parfois honorable, d'une scène politique trop dangereuse. Aujourd'hui, ce pacte est rompu. L'exil n'offre plus aucune garantie. Le précédent Damiba est lourd de conséquences. Il indique à tous les chefs d'État de la région que la porte de sortie dorée que constituait l'asile n'existe plus. On se souvient du cas de Blaise Compaoré, lui aussi ancien président du Burkina Faso, qui s'était réfugié en Côte d'Ivoire après sa chute en 2014. Il y vit toujours,
bénéficiant de la protection du régime ivoirien malgré les demandes d'extradition. Mais pour combien de temps encore? Le cas Damiba a fissuré la confiance régionale. Pourquoi cela doit-il vous concerner? Parce que chaque événement de cette ampleur a des ramifications économiques et géopolitiques qui dépassent le continent africain. À chaque fois qu'un régime tombe, que les règles du jeu changent, les marchés mondiaux réagissent. Le Sahel est au cœur des routes de transport de pétrole, d'uranium, d'or et de nombreux autres minerais stratégiques. La moindre instabilité à Ouagadougou, Bamako ou Niamey peut faire grimper le prix de l'essence à Paris, perturber les chaînes d'approvisionnement en uranium pour les centrales nucléaires françaises, ou déclencher la volatilité sur les marchés boursiers de New York et Shanghai. Prenons un exemple concret. Lors du coup d'État au Niger en 2023, le prix de l'uranium a bondi de plus de 15% en l'espace de quelques semaines. Les entreprises européennes, dépendantes de l'uranium nigérien pour leurs réacteurs nucléaires, ont immédiatement réagi en ajustant leur stratégie d'approvisionnement. Des scénarios similaires se sont produits lors des crises en Libye en 2011 ou au Mali en 2021, affectant les flux de pétrole, de gaz ou de coton. Les États-Unis, la Russie, la Chine et la France observent chaque mouvement dans la région du Sahel avec une attention extrême. Washington craint une extension de l'influence russe à travers le groupe Wagner. Pékin surveille ses investissements miniers et ses infrastructures, tandis que Moscou utilise chaque crise pour renforcer sa présence militaire et diplomatique. La moindre extradition, le plus petit changement de leadership, redistribue l'accès aux ressources et modifie les alliances. Cela peut influer sur la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme, et même sur des décisions de politique étrangère qui, en bout de chaîne, se répercutent sur votre quotidien. Ne croyez pas qu'il s'agit d'un simple procès de plus. Ignorer ces signaux, c'est risquer un réveil brutal, une hausse inattendue des prix à la pompe, une inflation importée ou des décisions internationales qui échappent totalement au contrôle des citoyens. Paul-Henri Damiba n'est plus seulement un détenu. Il est devenu le symbole d'une nouvelle ère où chaque événement local peut déclencher une tempête mondiale. Plongeons maintenant dans les coulisses de cette affaire. Imaginez-vous dans les couloirs sombres d'une prison de Ouagadougou, où se joient des négociations secrètes, loin des regards du public et des médias. Ce qui se décide là-bas pourrait bien influencer l'équilibre de vos finances, la sécurité de vos économies et l'avenir du pouvoir mondial. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre la portée de ce séisme, il faut revenir sur les tractations et les ruptures qui ont rendu possible l'extradition de Damiba et analyser les mécanismes qui, pendant des décennies, ont permis d'éviter le chaos. Pendant longtemps, l'exil a servi de refuge presque sacré pour les chefs d'État déchus en Afrique de l'Ouest. Cette tradition n'était pas une marque de faiblesse, mais une méthode pragmatique de gestion de crise. Elle a permis d'éviter d'innombrables bains de sang, d'apaiser les tensions et d'assurer une transition, même brutale, vers un nouvel ordre politique. Pour illustrer cette logique, regardons le cas du Libéria. Après la chute de Charles Taylor en 2003, ce dernier a trouvé asile au Nigeria, où il vivait dans une résidence cossue, entouré de gardes, loin de la guerre civile qui avait ravagé son pays. Ce n'est que sous la pression internationale, notamment des États-Unis et du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'il fut finalement extradé et jugé pour crime de guerre à La Haye. L'exil avait constitué, pendant des années, un rempart efficace contre la vengeance immédiate et les règlements de comptes sanglants. Le pacte régional reposait sur une règle non écrite. Si un dirigeant renversé trouvait refuge dans un pays voisin, il était protégé, surveillé, parfois assigné à résidence, mais rarement livré à la justice de son pays natal. Ce système permettait de limiter la tentation du recours à la force, de garantir la sécurité des familles et de préserver les intérêts économiques de la région. Mais depuis quelques années, cet équilibre est mis à mal par l'accélération des crises politiques, l'ingérence de puissances étrangères et l'émergence de nouveaux groupes d'intérêt. L'extradition de Damiba marque une rupture majeure. Désormais, chaque ancien chef d'État en exil devient une monnaie d'échange, un pion à manipuler selon les intérêts du moment. Cette logique fragilise toute la zone, car la stabilité de chaque État dépend désormais de la confiance dans ses règles tacites.
L'effet domino est redoutable. Si l'exil ne protège plus, la tentation du coup d'État préventif ou du règlement de compte direct peut devenir la norme. Les dirigeants au pouvoir, craignant pour leur avenir, sont tentés de verrouiller les institutions, de réprimer plus durement l'opposition ou de s'aligner sur des puissances étrangères pour préserver leur sécurité. Prenons un exemple historique. En 1979, l'empereur centrafricain Jean Bedel Bokassa, chassé du pouvoir, trouva refuge en Côte d'Ivoire, puis en France. Il y vécut plusieurs années sans être inquiété, protégé par les réseaux d'influence de l'époque. Mais dans le contexte actuel, Bokassa aurait-il pu bénéficier d'une telle immunité? Rien n'est moins sûr. Ce qui semblait inenvisageable il y a encore quelques années s'impose aujourd'hui. L'exil n'est plus le dernier rempart. Un compromis politique, une pression extérieure ou un brusque retournement d'alliance suffisent pour que l'exilé soit ramené de force devant ses juges. Les États prennent le risque d'ouvrir la boîte de Pandore, où la peur remplace la négociation et où l'instabilité se propage de capitale en capitale. Mais alors, pourquoi le Togo a-t-il cédé précisément maintenant? Qu'est-ce qui a fait dérailler ce mécanisme séculaire et entraîner le transfert sans précédent de Damiba? Pour saisir l'ampleur du bouleversement, il faut plonger dans les tractations de l'ombre. En coulisses, la situation se tend. L'Alliance des États du Sahel, formée récemment par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, bouscule les équilibres régionaux. Ce regroupement, motivé en partie par la volonté de résister à la pression occidentale et de renforcer la coopération militaire, force le Togo à réévaluer sa politique d'asile. Là où, jadis, Lomé protégeait les exilés, elle doit désormais collaborer avec ses voisins pour préserver la stabilité régionale et éviter l'isolement diplomatique. Des pressions économiques et politiques s'exercent, aussi bien de la part des États du Sahel que des grandes puissances. Le Togo, dépendant de ses échanges commerciaux avec ses voisins et soucieux de maintenir ses relations avec les bailleurs de fonds internationaux, n'a pas voulu risquer l'isolement. L'extradition de Damiba devient alors un signal fort. L'impunité n'est plus acquise et l'exil cesse d'être un refuge sûr. Parallèlement, de nombreux acteurs internationaux surveillent l'affaire de près. Des diplomates, des représentants d'organisations internationales, des consultants en sécurité et des lobbyistes interviennent pour orienter le cours des événements. Les médias locaux et internationaux alimentent le débat, chacun selon son agenda. Dans ce contexte, chaque ancien dirigeant en fuite doit repenser son avenir. Le message est sans ambiguïté. Plus personne n'est intouchable. L'idée même d'un sanctuaire pour les chefs déchus s'effrite. La peur s'installe. Mais cette nouvelle donne comporte des risques majeurs. Si ce procès est perçu, ici ou ailleurs, comme une manœuvre politique déguisée en justice, la région risque de sombrer dans la méfiance, voire la violence. Les régimes pourraient s'enfermer dans l'autoritarisme, les alliances se fissurer, et les voies favorables à des sanctions internationales se multiplier. L'équilibre déjà fragile de l'Afrique de l'Ouest vacille. Le Nigeria, géant économique de la région, redoute une contagion de l'instabilité. Le Ghana, longtemps présenté comme un modèle de démocratie, craint que la remise en cause des règles de l'exil n'alimente la polarisation politique. Même la Côte d'Ivoire, principal partenaire économique du Burkina Faso, observe la situation avec inquiétude. Ce procès n'est donc pas seulement une affaire interne au Burkina Faso, il engage la stabilité de toute une région et par ricochet, impacte l'économie mondiale. Derrière ce procès, ce sont vos économies, le prix du carburant, la valeur de vos retraites, la sécurité de vos investissements et même votre pouvoir d'achat qui sont en jeu. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Derrière les murs du tribunal, d'autres acteurs s'activent, prêts à saisir la moindre faille. Lorsque l'Afrique de l'Ouest bouleverse la règle du jeu, Wall Street et Pékin retiennent leur souffle. L'extradition de Damiba n'est pas un simple rebondissement judiciaire. C'est un choc qui fait trembler les marchés mondiaux, les chancelleries de Washington à Pékin, et jusqu'à la vie quotidienne de millions d'anonymes. Désormais, l'exil n'est plus une certitude. Chaque dirigeant au pouvoir découvre qu'il n'existe plus de porte de sortie assurée. La menace d'être jugé dans son propre pays plane, poussant certains à durcir la répression,
a verrouillé les institutions et a étouffé toute opposition. En face, les adversaires, privés d'asile, n'ont plus rien à perdre. La fuite en avant devient tentante, et le spectre des coups d'État plane sur la région. Prenons un parallèle historique. En Amérique latine, dans les années 70 et 80, de nombreux dictateurs renversés ont trouvé refuge à l'étranger, bénéficiant parfois de la protection de puissances occidentales. Augusto Pinochet, ancien dictateur chilien, vécut tranquillement au Chili après sa chute, jusqu'à son arrestation temporaire à Londres en 1998. Ce précédent a marqué l'histoire du droit international, montrant que l'impunité n'est jamais acquise. L'affaire Damiba fait immédiatement jurisprudence. Tous les regards se tournent vers les autres pays de la région. La Guinée, où l'ancien président Alpha Condé a été renversé en 2021, le Niger, secoué par un coup d'État en 2023, la Gambie, le Cameroun et bien d'autres. Pour chaque général déchu, chaque exilé politique, la notion de refuge n'est plus qu'une illusion fragile. Les demandes d'extradition se multiplient. Les dossiers s'accumulent sur les bureaux des ministères de la Justice et les règles de l'asile international deviennent floues. Ce qui était jadis un pilier de la diplomatie africaine se transforme en un jeu dangereux, où chaque État ne pense plus qu'à ses propres intérêts. Mais ce bouleversement dépasse le cadre régional. Chaque crise au Sahel fait vibrer les cordes sensibles du commerce mondial. Les routes de transport, les contrats miniers, les chaînes d'approvisionnement en uranium, en or, en pétrole. Tout devient en jeu. Un frémissement à Ouagadougou peut faire grimper le prix de l'essence à Paris, déclencher la volatilité à la bourse de New York ou provoquer l'inquiétude sur les marchés de Shanghai. Pour illustrer ce phénomène, rappelons le choc pétrolier des années 70. Lorsque les pays de l'OPEP ont décidé de réduire leur production, le prix du baril a quadruplé. Les économies occidentales ont été plongées dans la récession, le chômage a explosé et l'inflation a atteint des niveaux records. Aujourd'hui, une crise au Sahel pourrait avoir des effets similaires en perturbant les flux de matières premières et en fragilisant la confiance des investisseurs. Les puissances mondiales ne s'y trompent pas. États-Unis, France, Russie, Chine. Chacune ajuste ses positions et considère ce précédent comme un test grandeur nature. Là où, autrefois, quelques accords suffisaient, chaque crise force aujourd'hui à choisir, soutenir ou dénoncer, sanctionner ou négocier. Le moindre faux pas judiciaire à Ouagadougou peut devenir le prétexte à de nouvelles sanctions, à une pression diplomatique, voire à une intervention indirecte. Dans les médias occidentaux, le procès Damiba devient un outil pour justifier des sanctions, redéfinir l'aide internationale, peser sur les futures négociations énergétiques. Le récit officiel se déforme, brouillant la frontière entre justice nationale et calcul géopolitique. On se souvient, par exemple, du procès de Laurent Gbagbo, ancien président de Côte d'Ivoire, jugé par la Cour pénale internationale après la crise post-électorale de 2010. Les débats sur la légitimité de la justice internationale, l'indépendance des juges et la manipulation politique ont déchaîné les passions. L'enjeu est immense, le risque tangible. Une mauvaise gestion du procès Damiba pourrait enflammer les tensions internes et déstabiliser toute la sous-région. Cela irait bien au-delà du Burkina Faso, affectant le prix du carburant, le pouvoir d'achat, la sécurité et la stabilité de millions de vies, de Lagos à Montréal. Où placer la limite? Comment empêcher que ce tribunal ne devienne l'étincelle d'une crise internationale, un théâtre où chaque puissance étrangère joue sa partition au détriment du peuple burkinabé? La question n'est plus simplement celle de la justice, mais de la stabilité d'un continent, et par ricochet, de la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Mais dans les coulisses, une autre partie se joue, bien plus discrète et tout aussi décisive. Qui, vraiment, tire les ficelles alors que la tension monte à Ouagadougou? La vraie barrière contre le chaos n'est pas le secret, mais la lumière. Un pays n'apaise la fièvre de la rumeur que lorsque la justice agit à découvert, avec des preuves partagées et une défense respectée. Un procès transparent, où chaque accusation se heurte à des faits publics, restaure la confiance et brise le cercle vicieux de la suspicion. À l'inverse, l'opacité nourrit la défiance.
Derrière chaque porte close, les rumeurs gonflent et la moindre décision alimente les fantasmes de ceux qui rêvent de voir tout s'effondrer. Quand l'arbitraire supplante la loi, ce n'est pas seulement l'élite qui vacille. C'est la région entière qui retient son souffle, et chaque voisin surveille la moindre faille. Pour éviter l'enlisement, certaines étapes concrètes peuvent être mises en place. Premièrement, garantir l'accès du public et des médias indépendants aux audiences, à l'image de ce qui s'est fait lors du procès du président sud-africain Jacob Zuma pour corruption. Deuxièmement, permettre à la défense d'avoir accès à toutes les pièces du dossier et de faire appel à des experts internationaux. Troisièmement, publier régulièrement des communiqués officiels pour contrer les rumeurs et informer la population. En ce moment, les gouvernements de la région sont à la croisée des chemins, un choix qui pèsera pendant des décennies. D'un côté, une justice solide, impartiale, capable d'imposer ses règles jusqu'au plus haut sommet. De l'autre, une rancœur croissante, prête à exploser à la moindre étincelle et à entraîner tout le monde dans sa chute. Mais pour des millions de citoyens comme Awa, loin des salons du pouvoir, la question est simple. Ce procès, que va-t-il changer dans leur vie? Ce sont les prix à la pompe, la sécurité des marchés, l'accès à l'eau, à l'électricité. Derrière chaque verdict, une conséquence concrète, une inflation qui dérape ou la peur de voir les services publics s'écrouler. Sur la scène internationale, la façon dont ce procès sera mené devient un signal fort. Pour les investisseurs, chaque écart, chaque discipline pèse lourd. Une justice crédible attire de nouveaux partenariats, alors qu'un simulacre entraîne sanctions, isolement et fuite des capitaux. Un mauvais choix aujourd'hui ne coûte pas que quelques jours d'instabilité. Il peut transformer une occasion de renforcer l'État en un appel au désordre et faire perdre à tout un pays son influence pour une génération entière. Voilà le vrai prix de chaque décision, prise dans l'ombre ou sous les projecteurs. Damiba n'est pas le premier chef d'État à connaître l'exil, mais son sort marque une rupture inédite. L'Afrique de l'Ouest entre dans une ère où l'extradition devient une arme politique redoutable. Quand l'exil cesse d'être un refuge garanti, plus personne n'est vraiment à l'abri. Où vous situez-vous, vous, sur cette carte du monde en pleine mutation? Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse de très loin le sort de Paul-Henri Damiba ou la seule stabilité de Ouagadougou. C'est un début d'effet domino, capable de bouleverser l'équilibre du pouvoir sur tout un continent et d'envoyer des ondes bien au-delà des frontières africaines. Jusqu'ici, l'exil était pour bien des dirigeants une promesse, tranquillité, sécurité, presque un droit tacite. Mais l'extradition de Damiba vient pulvériser cette certitude. Désormais, aucun ancien chef d'État, aucun ministre, aucune élite n'est assuré de dormir tranquille dès que le vent tourne. Et vous? Si la stabilité politique vacille quelque part, ce n'est plus un problème lointain. Cela peut frapper votre quotidien, votre pouvoir d'achat, vos économies. Dans ce nouvel ordre, fermer les yeux, c'est laisser les bouleversements s'inviter chez soi sans s'y préparer. C'est accepter que le prix du carburant grimpe, que la valeur de vos retraites fonde, que la sécurité de vos investissements vacille. Chaque transfert d'anciens dirigeants, chaque procès sous les projecteurs, là-bas, impacte l'économie mondiale et déplace les lignes d'influence. Ce qui se décide à Ouagadougou, à Lomé ou à Bamako pèse désormais sur votre budget, votre panier et la stabilité de votre épargne. Mais alors, que faire en tant que citoyen ou observateur du monde? Premièrement, s'informer. Ne pas se contenter des titres sensationnalistes, mais chercher à comprendre les mécanismes à l'œuvre, les intérêts sous-jacents, les conséquences à moyen et long terme. Deuxièmement, débattre. Encourager les discussions dans son entourage, sur les réseaux sociaux, dans les espaces publics, pour que la question ne soit pas confisquée par les seuls experts. Troisièmement, agir. Soutenir les initiatives qui promeuvent la transparence, la justice et la coopération internationale. Interpeller les décideurs sur les enjeux globaux et refuser la fatalité. Pourquoi s'y intéresser? Parce que ce qui se joue, ce n'est pas juste le sort d'un homme, mais la capacité d'un continent à imposer ses règles et à refuser les récits écrits d'ailleurs. C'est la preuve que les lignes bougent. L'Afrique n'est plus une pièce passive sur l'échiquier mondial,
mais un acteur prêt à écrire une nouvelle page. Si cette dynamique est mal lue ou sous-estimée, elle peut déclencher des répliques brutales et vous laisser pris de court face à de violents réajustements. L'histoire récente nous enseigne que chaque crise, chaque rupture, est aussi une occasion de réinventer les règles du jeu. Les transitions démocratiques en Afrique du Sud, la justice transitionnelle au Rwanda après le génocide, ou encore la révolution pacifique au Bénin en 1990 sont autant d'exemples de résilience et de capacité à transformer une épreuve en opportunité. En vous informant, en débattant, en partageant ces histoires, vous devenez acteur de votre propre avenir. Vous envoyez aussi ce message. Vous refusez de subir les conséquences de décisions prises sans vous, et vous choisissez de vous préparer au prochain basculement. Alors, la vraie question est là. Serez-vous de ceux qui détournent le regard, ou de ceux qui anticipent et s'adaptent à la nouvelle donne mondiale? Le sort de Damiba, et ce qu'il symbolise, vous invite à choisir.